Alors, pour en revenir à ces structures et ces comportements de sexualité et de parenté dans ces sociétés nordiques du Haut Moyen-Âge, on peut peut-être les éclairer en regardant rapidement, vous le faites souvent dans votre livre, et je crois que c'est un effet très éclairant, leurs attitudes à l'égard de ce que nous appelons des déviations d'ordre sexuel ou parental. C'est-à-dire, en particulier, l'inceste ou l'homosexualité. Mais inceste, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est à relier évidemment à l'existence. Là, nous sommes sur des terrains qui restent toujours hypothétiques, qui sont encore ou qui seront encore en discussion, je l'espère. D'autant plus qu'on est en train apparemment, chez nos collègues d'outre-Rhin ou d'outre-Danube, de s'interroger sur le ou les paganismes germaniques. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs formes religieuses concurrentes, alternatives ? Et là, je crois qu'il y a aussi des modèles de parenté tantôt endogame, tantôt exogame. Le dernier qui a gagné est un modèle exogame, justement. Mais exogame est grossier, évidemment, comme catégorie. Et je crois qu'il y a bien un inceste. C'est l'inceste qui consiste à associer, là en reprenant les théories de Françoise Héritier, à associer des fluides qui sont identiques, le fluide d'une même lignée. Donc on est obligé d'avoir un système de transmission des fluides qui serait peut-être trop long d'expliquer ici, mais qui fait qu'on ne peut pas, on a des parentes interdites, bien entendu. Les germaniques ou les scandinaves, je pense même c'est sinon la même chose, mais il y a, les Angles ont vécu au Danemark, évidemment, et tant d'autres. Les Rougis qui sont arrivés avec les Marcomanni sur le Danube étaient des gens qui sont partis de Norvège, bon, malgré tout, enfin. Et ces gens-là, au fond, n'épousent pas comme des bêtes. Ça, c'est évidemment, c'est une vue tout à fait méditerranéenne du problème. Hein. Ils ont des interdits plus sophistiqués, je dirais, mais qui ne jouent pas comme les nôtres, qui ne sont pas des interdits simples. Si nous prenons un gallo-romain et un anglo-saxon, supposer que ce dernier cas ait existé historiquement... un bâtard d'anglais-saxon, oui. Comment se comporte-t-il par rapport à ces interdits ? Vous voulez dire à quel moment de l'histoire ? Avant... Nous sommes avant le processus que vous décrivez. Voilà. Nous sommes au début. Eh bien, je crois que les uns et les autres, d'ailleurs, ne les respectent pas toujours. C'est la première des choses à dire. Aussi bien dans les sociétés sans État que dans les sociétés à État, on ne respecte pas forcément les normes. Alors nous le voyons pour les normes méditerranéennes, qui sont relativement simples. Hein. Le degré est très faible, et tous les parents de ce degré sont interdits. Et on voit que l'empereur peut accorder des dispenses, pour la cousine germaine, par exemple. Inversement, je crois que pour un germanique, ça n'est pas uniquement une question de degré, encore une fois. C'est une question de type de parent. Et le degré et l'interdit viennent jouer avec un système dit préférentiel. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas seulement certaines parentes, on en conseille fermement d'autres. Mais bien entendu, on peut s'éloigner plus ou moins de ce conseil, et on est donc plus ou moins noble, je dirais. C'est ce qui permet peut-être d'éclairer la notion de noblesse avant qu'elle soit, je dirais, Karl Ferdinand Wernerienne, c'est-à-dire très romanisée. Et l'homosexualité ? L'homosexualité, je crois que là, mais Régine Lejean me confirmera ou contredira, je crois que la thèse de Boswell, selon laquelle la période carolingienne aurait vu une espèce de sympathie pour l'homosexualité, là, résulte d'une mauvaise lecture des textes, je pense. Si les textes en parlent peu, c'est précisément parce que c'est une chose dont on préfère ne pas parler, comme d'ailleurs ils parlent peu de l'inceste, au demeurant, sauf quand on arrive aux grands conciles carolingiens qui vont le modifier. Mais avant, il y a, au demeurant d'ailleurs dans les textes romains, on parle très peu de l'inceste. Hein, Donc avant d'arriver à ce moment carolingien qui apparaît comme un moment tout à fait central et comme la mise en place d'un nouveau modèle, est-ce que vous êtes d'accord, Régine Lejean, avec ce que vient de dire Jean-Pierre Pauly sur... Oui, en gros, oui. Pas en gros, de toute façon. Mais... Toujours en gros, heureusement, si on n'avait pas des détails pour nous distinguer les uns des autres. En tout cas, sur le problème de l'homosexualité et de l'inceste, je suis persuadée aussi que les Carolingiens, enfin les gens du Haut Moyen-Âge, d'une manière générale, n'ont pas de sympathie particulière pour l'homosexualité, ni de tolérance particulière pour l'homosexualité, qui existe certainement
comme dans toutes les sociétés, mais qui n'est pas l'objet d'une préférence particulière. Et il est bien certain aussi que des sociétés gentilices, comme tu les appelles, c'est-à-dire qu'on peut appeler aussi tribales, ça revient un peu au même, sont forcément différentes des sociétés étatiques, comme l'étaient les sociétés romaines, et que la parenté n'y a pas du tout la même place. Donc, maintenant, nous partons, si vous le voulez bien, de ce moment décisif qui est marqué par ce que vous appelez, Jean-Pierre Pauly, les Mayençais, c'est-à-dire l'entourage, au milieu du 8e siècle, de l'archevêque de Mayence, Boniface, un saxon. D'ailleurs, c'est Wilfrid. Et qui, dans des conciles de 743 et 744, s'attaque, si l'on peut dire, à ce qui lui paraît de plus néfaste dans le paganisme, et en particulier aux aspects magiques qu'il croit trouver dans ce paganisme. Alors, qu'en est-il de cette magie? Vous avez un chapitre, les charmes de la possession. Oui, je crois que là, vous aurez remarqué que quand on fait ce genre de livre, on fait beaucoup de remploi des autres, évidemment, c'est la moindre des choses. Et en même temps, et là, j'ai un peu, je crois, forcé le trait, parce qu'il faut le faire à un moment donné, sur quelque chose qui est en train de se dégager, c'est-à-dire qu'on voit l'importance, non pas d'une magie, mais même de ce qu'on peut maintenant, avec même Régis Boyer le pense, donc appeler un chamanisme. Je pense que cette magie n'est pas n'importe quelle magie, c'est une magie nettement chamanique, qui, à tous égards, et c'est elle qui explique la force du paganisme germanique, qui n'est pas non plus, paganisme est un mot général, nous en parlions un petit peu, qui explique la place centrale des femmes, parce que d'une façon ou d'une autre, elles ont la place centrale dans cette sorte de magie. Et au fond, si Boniface s'y attaque, s'il va aussi faire quelque chose pour la parenté, si j'ose dire, enfin modifier, ce sera en une sorte d'alliance pour modifier des structures de parenté qui lui paraissent liées à la place des femmes et à leur rôle, je dirais, politique. Oui, moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans cette description que vous faites du chamanisme dans ces sociétés, les chamans, contrairement à ce que l'on voit dans d'autres sociétés, soit à cette époque, soit plus tard, et encore aujourd'hui, car il y a des restes de chamanisme ici et là, c'est essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, féminin. Oui, je m'honore à Nanterre d'avoir une collègue qui va en Sibérie et qui peut parler éventuellement à des chamans, Madame Amaillon, mais je crois que là c'est assez net. Évidemment, il y avait des hommes aussi, mais Jenny Jochens l'a très bien montré. Le poids des hommes est relativement faible. Et je crois que c'est peut-être à relier avec la possession, justement. Le fait qu'être possédé pour un homme est tout de même un peu un problème. Et avec peut-être une liaison très forte entre l'engendrement, je dirais, quelque chose déjà de corporel et de sexuel, et ce type de magie par imagination un peu forte, disons. On voit ainsi, si je me déplace comme l'avait fait Georges Duby vers le terrain difficile, délicat de la psychologie, mais on peut dire qu'on voit naître ainsi ce qui sera l'attitude de beaucoup d'hommes du Moyen-Âge, y compris dans la période et dans les structures féodales, c'est-à-dire par rapport aux femmes, l'attraction, je dirais presque l'envoûtement et en même temps la peur. En effet, c'est un des thèmes qu'il avait proposé au début dans notre enquête. C'était d'où vient cette peur peut-être que les hommes à toute époque ont un peu peur des femmes, pourquoi pas, plus ou moins, mais et parfois non sans raison, mais je le dis en présence de notre collègue. Mais non, la peur au Moyen-Âge, il l'avait bien montré, elle se voit dans Burchard de Worms, elle se lit dans certains conciles, dans la loi des Lombards. On ne doit pas croire cela, que les femmes peuvent manger des hommes. D'abord, ça n'est pas vrai, et puis ensuite, ça n'est pas raisonnable. Dans les périodes, disons, avant l'époque carolingienne, qui est celle sur laquelle vous allez le mieux vous exprimer dans un instant, est-ce que vous avez vu certaines manifestations de cette magie dans les sociétés que vous avez étudiées?
Dans les sociétés de Gaulle, moi je n'ai pas énormément rencontré, mais il y a quand même un certain nombre de canons de concile qui traitent de ces questions de magie. Si, il faut bien dire. Donc si les évêques se préoccupent de ces questions, c'est qu'il y a, ou c'est que l'on croit que certaines femmes sont magiciennes, c'est évident. Alors nous allons, si vous le voulez bien... Mais si je puis interjeter très vite, évidemment, à l'époque carolingienne, si on nous en parle, c'est précisément parce qu'on va le faire baisser le niveau. Oui. Je crois que déjà, la belle époque, tant qu'il y a une belle époque, commence à passer. Il faut aller en Scandinavie si on veut voir, ou sur la Volga avec le texte célèbre d'Imfad, là on nous montre vraiment les choses. Mais évidemment, je ne pense pas qu'à 2 pas du palais carolingien, on pourrait ouvrir le cœur d'un personnage important et faire des choses comme ça. Eh bien, c'est ce que nous allons voir quand même dans le premier texte que vous proposez à nos auditeurs, mais évidemment il ne se situe pas près d'Aix-la-Chapelle. Ce texte est tiré d'un de ces manuels qui rapporte, comme presque toujours, nous l'avons souligné, tardivement, des pratiques ou même des conceptions qui n'ont été fixées par écrit que tardivement, avec tous les risques que cela comporte. Il s'agit d'un livre essentiel pour connaître la sexualité du Haut Moyen-Âge dans l'Europe de l'Ouest. C'est le pénitentiel de Burkhard de Worms du Xe siècle, qui est une sorte de recueil de tous les péchés, en particulier les péchés barbares, que l'Église a relevés dans son enquête. As-tu cru ce que beaucoup de femmes croient et affirment être vrai? Tu crois, dans le silence de la nuit tranquille, quand tu t'es mise au lit avec ton mari dans tes bras, pouvoir sortir des portes closes, bien que tu sois corporel, et avoir la force de parcourir des espaces de terre avec d'autres, qu'à tromper une erreur semblable, et tuer, même sans armes visibles, même des hommes baptisés et rachetés par le sang du Christ, et manger une partie de leur chair cuite, et à la place du cœur, mettre un brin ou un bois ou quelque chose comme ça, et, bien que manger, les faire vivre à nouveau, leur donner un répit de vie.